Est-ce que tu sais quelle est la question la plus dangereuse qu'on puisse poser en amour? Non, ce n'est pas « est-ce que tu m'aimes ?» Ce n'est pas « est-ce que tu me trompes ?» Ce n'est pas même « où en sommes-nous ?» La question la plus dangereuse en amour, c'est celle qu'on ne formule jamais. Celle qu'on étouffe au fond de la gorge. Celle qu'on transforme en nuit blanche, en tension dans la poitrine, en silence qui dure des semaines sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Et voilà le paradoxe cruel que j'ai observé pendant des années dans mon cabinet. Les gens qui s'aiment profondément, ceux qui bâtissent des relations solides et vivantes, ne se distinguent pas par l'absence de doute ni par la perfection de leurs sentiments. Ils se distinguent par quelque chose de beaucoup plus humble et beaucoup plus courageux à la fois, leur capacité à poser les questions qui font mal et à les recevoir sans se briser. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que la plupart des livres sur les relations n'osent pas dire. Un secret clinique, si tu veux. Quelque chose qui va probablement bousculer une conviction que tu portes depuis longtemps sur ce que signifie être aimé vraiment, profondément, durablement. Je te demande de rester avec moi jusqu'au bout, parce que ce que j'ai à partager dans la dernière partie de ce voyage t'offrira un outil précis, concret, que tu pourras utiliser dès ce soir. Pas dans 3 semaines. Ce soir. Et dis-moi en commentaire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ravaler une question importante par peur de ce que l'autre allait répondre? Écris juste oui ou non. Je lis tout, vraiment. Commençons par une femme que j'appellerai Sylvie. 50 ans. Avocate. Brillante. Le genre de femme qui ne perd pas ses dossiers, qui entre dans une salle d'audience et qui occupe l'espace avec une aisance naturelle. Et pourtant, dans sa vie intime, elle perdait systématiquement. 3 relations longues. 2 hommes qui étaient partis sans explication suffisante, sans scène, sans mot de fin qui auraient au moins eu la courtoisie d'être honnêtes. Et un 3e qu'elle avait elle-même fui, parce qu'il était trop stable, trop doux, trop disponible. Elle était venue me voir pour ce qu'elle appelait comprendre son schéma. Pas guérir, pas changer. Comprendre. Les femmes comme elle commencent toujours par demander la compréhension, comme si comprendre était moins menaçant que d'agir. Au bout de 3 séances, j'avais saisi une chose essentielle sur Sylvie. Elle n'avait jamais, dans aucune de ces 3 relations, posé les questions qui comptaient. Jamais demandé ce que l'autre ressentait réellement. Jamais interrogé ce qui coinçait, ce qui froissait, ce qui manquait. Jamais dit, il y a quelque chose que tu m'as dit l'autre soir et j'ai besoin qu'on en parle. Elle construisait des romans à la place. Des histoires complètes avec leurs intrigues, leurs rebondissements, leurs fins inexorables. Des fictions intérieures élaborées avec soin, plutôt que des conversations simples et directes. Si j'avais posé ces questions, il aurait su que j'étais vulnérable, m'a-t-elle dit un mardi après-midi, avec dans la voix ce mélange de défi et de fatigue que je reconnais maintenant comme la signature d'une blessure ancienne. Exactement. Et c'est précisément là que réside tout le problème. Nous vivons dans une culture amoureuse qui a élevé la retenue au rang de vertu. On nous a enseigné très tôt que poser trop de questions, c'est envahir l'espace de l'autre. Que réclamer de la clarté, c'est manquer de confiance. Que vouloir des réponses, c'est être trop. Trop curieux, trop exigeant, trop présent, trop tout. Ce mythe romantique, ce mensonge élégamment habillé en sagesse, a détruit plus de relations que l'infidélité, que la distance géographique, que l'incompatibilité réelle. J'en suis convaincu après avoir écouté des gens de tous âges, de toute culture, de tous horizons pleurer des histoires qui auraient pu se terminer autrement si l'un ou l'autre avait eu le courage simple de demander. Alors voici ce que je veux que tu retiennes comme une vérité clinique, pas comme une formule inspirante à coller sur un mur. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne devine pas. Il demande. Et quelqu'un qui t'aime vraiment accepte d'être questionné. Voilà la définition que personne ne te donne dans les films, dans les chansons, dans les romans qui nous apprennent à confondre le mystère avec la profondeur et la souffrance avec la passion. L'amour adulte, l'amour sain, ce que j'appelle l'amour rationnel, et je dis rationnel non pas au sens froid ou calculé, mais au sens de fondé sur la réalité, cet amour se caractérise par la présence de bonnes questions. Et leur absence, quand on sait la lire, est un signal d'alarme que trop de femmes ont appris à ignorer ou à minimiser. Faisons maintenant un pas en arrière, du côté de la biologie. Parce que pour comprendre pourquoi nous fuyons les questions, il faut comprendre ce que fait notre cerveau quand il est amoureux. La dopamine. Tu en as entendu parler. Ce neurotransmetteur qu'on appelle souvent la molécule du plaisir, mais qui est en réalité quelque chose de plus précis et de plus insidieux, la molécule de l'anticipation. Ce n'est pas l'obtention qui libère la dopamine.
C'est l'attente. C'est le peut-être. C'est l'incertitude. Et voilà le piège magnifique que la nature nous a tendu. Une relation où rien n'est clair, où les réponses ne viennent jamais vraiment, où l'autre reste imprévisible et lointain et mystérieux. Cette relation-là, neurologiquement parlant, produit une quantité extraordinaire de dopamine. Elle crée une dépendance au sens clinique du terme. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est de la neurobiologie. L'amour anxieux, l'amour insécure, celui qui colle et qui doute et qui fait souffrir, est biochimiquement plus intense que l'amour sécure. Et notre culture confond cette intensité avec de la profondeur. On appelle ça la passion. On écrit des chansons là-dessus. On fait des films. On romantise la douleur jusqu'à la rendre désirable. Et pendant ce temps, dans mon cabinet, je reçois des femmes épuisées qui me racontent qu'avec leur dernier partenaire, c'était différent. Plus fort. Même si ça faisait mal. Surtout parce que ça faisait mal, parfois. Oui. Parce que la souffrance était réelle. Mais la force qu'elles percevaient n'était pas de l'amour. C'était de l'addiction. Cette distinction est fondamentale. Et c'est exactement là qu'interviennent les questions. Quand quelqu'un te pose une vraie question. Pas comment ça va poser en passant comme on tient une porte. Mais une vraie question sur toi. Sur ce que tu traverses. Sur ce que tu ressens en ce moment, pas en général, maintenant. Quelque chose de différent se produit dans ton système nerveux. L'ocytocine s'active. Le cortisol baisse. Tu entres dans ce que les chercheurs en théorie de l'attachement appellent un état de base sécure. C'est moins spectaculaire que la dopamine. Ça ne te donne pas de frissons. Ça ne te fait pas rester éveillé à 3 heures du matin à relire les messages en cherchant un sens caché. Mais c'est cette sensation-là qui construit quelque chose de durable. C'est cette sensation-là qui nourrit au lieu d'épuiser. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu peur que la sécurité soit ennuyeuse? Que l'amour sans douleur soit forcément un amour moins fort, moins réel, moins précieux? Tu n'es pas la seule. Loin de là. Au fil des années passées en consultation et dans la littérature clinique sur l'attachement, j'ai identifié cette question. Cet marqueur que j'ai appris à reconnaître comme les signaux les plus fiables d'un amour réel et mature. Ces questions ne sont pas romantiques au sens hollywoodien. Certaines peuvent sembler banales, presque trop simples pour mériter l'attention. Mais leur présence dans une relation dit tout. Et leur absence dit encore plus. Commençons par la première. Première question, comment tu vas, vraiment? Je t'entends. C'est la question la plus ordinaire du monde. Tout le monde la pose. Tout le monde l'entend. Elle est devenue un bruit de fond, une formule de politesse aussi vide que bonne journée lancée à la caisse du supermarché. Et pourtant, compte le nombre de fois dans ta vie entière où quelqu'un t'a posé cette question avec le vraiment dedans. Pas dit mécaniquement. Vraiment posé. Et s'est ensuite arrêté complètement. Pas en regardant son téléphone. Pas en pensant déjà à ce qu'il allait répondre. Arrêté. En te regardant. En attendant que tu parles. Une de mes patientes, Marguerite, 60 ans, m'a dit une chose qui ne m'a jamais quitté. Avec mon mari, pendant 25 ans, il me demandait comment j'allais chaque soir en rentrant. 25 ans. Et je ne me souviens pas d'une seule fois où il s'est vraiment arrêté pour entendre ma réponse. 2 mots posés chaque jour comme on ferme une porte à clé. Une formalité. Pas une invitation. 25 ans. La même question. Jamais entendu. Ce vraiment, cette microseconde d'intention supplémentaire, change absolument tout. Il signifie, je veux savoir ce qui se passe derrière la façade. Je ne me contente pas du résumé que tu donnes à tes collègues, à ta mère, à ceux pour qui tu te donnes la version présentable. Je veux la version intégrale. Quelqu'un qui t'aime vraiment est curieux de la version intégrale. Il ne se contente pas de la surface, aussi agréable soit-elle. Deuxième question, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Pas, tu n'es pas fâché contre moi, j'espère. Cette formulation-là cherche une absolution rapide, elle cherche son propre soulagement plus que ta réalité. Pas, on peut arrêter de se faire la tête maintenant? Cette formulation-là demande à l'autre de fermer un chapitre pour ton confort à toi, pas pour le sien. Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Posez avec le vrai désir d'entendre la réponse. Avec la disponibilité réelle de recevoir un oui.
Cette question exige quelque chose de rare dans les relations humaines, un ego perméable. La capacité de ne pas se dissoudre dans la culpabilité ni de se barricader dans la défensive. La capacité de tenir l'inconfort de l'autre sans immédiatement se justifier, minimiser ou retourner la situation. Dans la théorie de l'attachement développée par John Bowlby et affinée par des chercheuses comme Mary Main et Mary Ainsworth, l'une des caractéristiques les plus constantes des adultes dits sécures est précisément celle-là. Ils peuvent entendre qu'ils ont fait du mal sans se sentir anéantis. Ils peuvent dire « je suis désolé, parle-moi de ça » sans que leur estime d'eux-mêmes s'effondre. Et voilà l'ironie absolue. Les gens qui ne posent jamais cette question pensent souvent qu'ils se protègent. En réalité, ils protègent leur image. Ce n'est pas la même chose. Se protéger, c'est préserver sa capacité à rester en relation. Protéger son image, c'est préserver l'apparence d'une relation qui, au fond, s'effrite. J'ai reçu, à la demande d'une patiente, son partenaire pour quelques séances. Un homme qui, en 30 ans de mariage, n'avait jamais demandé à sa femme si quelque chose l'avait blessée. Si elle était blessée, elle me le dirait, m'a-t-il expliqué avec une logique qu'il trouvait parfaitement solide. Sauf qu'elle ne lui disait rien. Parce qu'elle avait appris, au fil des années, que quand elle essayait, il se justifiait si vite et si complètement qu'il n'y avait plus d'espace pour sa douleur à elle. Alors elle avait arrêté d'essayer. Et lui avait interprété ce silence comme de la sérénité. C'est l'un des malentendus les plus douloureux de l'amour ordinaire. Confondre le silence avec le bien-être. Troisième question, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Cette question-là exige un niveau de confiance que beaucoup de relations n'atteignent jamais. Non pas parce que la confiance fait défaut, parfois elle est bien là, mais parce que l'habitude de parler de sa peur ne s'est jamais installée. On parle de ce qu'on fait. On parle de ce qu'on pense. On parle de ce qu'on veut. Mais la peur, la vraie, celle qui n'a rien à voir avec la présentation du lendemain au bureau, cette peur-là, on la range discrètement dans la catégorie des choses qu'on gère seul. Et pourtant, quand quelqu'un te demande ce qui te fait peur, et qu'il le fait au moment précis où tu montres des signes d'inquiétude, pas pour te réparer, pas pour trouver une solution, mais pour comprendre, quelque chose de fondamental se produit dans la relation. Tu te sens vu. Non pas vu en tant que la femme qui gère tout. Non pas vu en tant que la femme forte, courageuse, compétente. Mais vu en tant que personne entière, avec ses ombres autant que ses lumières, avec ses failles autant que ses forces. J'appelle ça le paradoxe de la force. Les femmes que je reçois en consultation, en particulier celles de la cinquantaine qui ont construit des vies remarquables, souffrent souvent d'un isolement affectif très particulier. Elles ont tellement bien appris à paraître solides que leur partenaire a fini par ne plus vérifier. Elle va bien. Elle gère. Elle a toujours géré. Et elles, de leur côté, ont tellement bien intégré ce rôle qu'elles n'osent plus en sortir, même quand elles en ont profondément besoin. Quelqu'un qui t'aime vraiment percevra la fissure sous le costume. Et il demandera. Quatrième question, de quoi as-tu besoin de moi en ce moment? Pas ce que tu crois que je veux entendre. Ce dont tu as vraiment besoin. Cette question contient quelque chose de presque révolutionnaire dans le paysage amoureux ordinaire. Elle libère l'autre de la performance. Elle lui dit, je ne te demande pas de jouer un rôle. Je ne te demande pas d'être parfaite ou forte ou reconnaissante. Je te demande d'être toi. Et simultanément, elle exprime une confiance extraordinaire dans l'autre. Elle dit, je suis capable de recevoir ce que tu vas me dire, même si ça ne m'arrange pas. Même si ça me demande quelque chose. Même si ça m'oblige à me remettre en question. Une patiente que j'appellerai Nathalie, 46 ans, divorcée depuis 4 ans, m'a décrit le moment précis où elle avait compris que son nouveau compagnon était différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Il m'a posé cette question après une soirée difficile où je m'étais disputé avec ma fille. J'ai failli répondre automatiquement, non, ça va, j'ai juste besoin de dormir. Mais il a ajouté quelque chose. Il a dit, sans filtre, Nathalie. Et là, j'ai pleuré. Parce que ça faisait 20 ans que personne ne m'avait dit sans filtre. Sans filtre. 2 mots qui signifient, tu peux te déposer ici. Tu peux ne pas être présentable. Tu peux ne pas être à la hauteur de l'image que tu entretiens. Tu peux apporter ton désordre et on regardera ensemble ce qu'on en fait. C'est ça, l'invitation d'un amour adulte. Pas, sois parfaite pour moi. Pas, cache ce qui te dépasse. Mais, apporte-moi ton entier. Permettons-nous une pause ici.
Je veux que tu fasses quelque chose de simple dans les prochaines heures. Pas dans 3 semaines. Maintenant, ou ce soir. Prends une feuille ou ton téléphone et écris les noms des 3 personnes les plus importantes dans ta vie en ce moment. Partenaire actuel ou passé. Amis proches si tu préfères commencer par là. Et pour chacun de ces noms, pose-toi cette question, quelle est la dernière fois que cette personne m'a posé une vraie question? Pas par politesse. Pas pour me corriger ou me conseiller. Uniquement pour mieux me comprendre, moi. Si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas un oubli. C'est une information. Puis retourne la question, quelle est la dernière fois que toi, tu as posé ce type de question à quelqu'un qui compte pour toi? Nous sommes souvent, dans la vie quotidienne, plus avares de curiosité sincère que nous ne le croyons. Non par manque d'amour. Par habitude de rester à la surface. Par peur que la réponse soit compliquée. Et les réponses compliquées demandent quelque chose de nous. Elles nous impliquent. Elles nous engagent. Mais voilà ce que j'ai appris en 20 ans de pratique clinique. Les relations sans réponse compliquée n'ont pas de profondeur. Ce n'est pas un jugement. C'est une observation répétée des milliers de fois. La profondeur vient de l'inconfort traversé ensemble. Pas éviter. Traverser. 5e question, comment c'était pour toi, cette semaine? Et je veux que tu entendes la distinction, parce qu'elle est cruciale. Pas, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Cette version-là est un bilan d'activité. Une liste. Un compte rendu. Elle t'informe sur les événements. Elle ne te dit rien sur la personne. Mais comment c'était? C'est une invitation à l'expérience subjective. C'est la différence entre lire le programme d'une soirée et demander à quelqu'un ce que cette soirée lui a fait, ce qu'il en a gardé, ce qui l'a touché ou épuisé ou laissé indifférent. C'est la différence entre un rapport et une présence. Dans les couples qui vieillissent bien ensemble, et j'en ai rencontré, il y a presque systématiquement cette pratique informelle, souvent inconsciente, du débrief émotionnel. Ce n'est pas de la thérapie de couple. Ce n'est pas une réunion planifiée avec un ordre du jour et un compte rendu. C'est simplement l'habitude d'une curiosité continue l'un pour l'autre. Comment s'était posé naturellement, comme on demande si le café est encore chaud. À l'inverse, dans les couples qui s'érodent, il y a souvent cette cohabitation de 2 récits parallèles qui ne se croisent jamais vraiment. Chacun vit sa semaine. Chacun la traverse seul. On se retrouve le soir dans le même espace, on échange les informations logistiques. Le robinet fuit. Le dîner de vendredi. Le bilan du médecin. Mais personne ne demande comment c'était d'être toi, cette semaine. Comment c'était de vivre dans ta peau, d'habiter ta vie, de traverser ces 7 jours avec tout ce qu'il contenait. Ce manque semble anodin. Il ne l'est pas. Sur 10 ans, il creuse un gouffre. Je veux m'arrêter un moment sur quelque chose que j'appelle les biais cognitifs du sentiment amoureux. Notre cerveau, quand il est amoureux, produit des raccourcis de pensée à la fois remarquables et profondément problématiques. L'un des plus répandus est ce que les chercheurs en psychologie cognitive nomment le biais de projection émotionnelle. On attribue à l'autre des émotions et des intentions basées sur nos propres schémas internes, sans jamais vérifier si elles correspondent à la réalité de l'autre. Voici comment ça se joue concrètement. Tu rentres du travail épuisé. Tu as l'air fermé, absorbé, lointaine. Ton partenaire interprète ça comme « elle est en colère contre moi ». Il devient défensif, distant. Toi, tu interprètes sa distance comme « il ne s'intéresse pas à moi ce soir ». Résultat, 2 personnes malheureuses dans la même pièce, convaincues toutes les 2 d'avoir raison, et aucune n'a posé la seule question qui aurait tout dénoué en 30 secondes. Tu vas bien? Ces biais ne sont pas des défauts de caractère. Ils sont des automatismes forgés souvent très tôt, dans les premières relations d'attachement, dans l'enfance. Ils opèrent sous le seuil de la conscience. Et la seule chose qui les court-circuite, c'est la question posée à voix haute, dans l'espace réel entre 2 personnes. C'est pour ça que je dis aux couples que je reçois, avant de tirer des conclusions, demandez. Avant de décider que l'autre est indifférent, absent, en colère, désintéressé, demandez. Pas avec une accusation. Pas avec un reproche déguisé. Avec une curiosité sincère. La curiosité est peut-être le mot le plus sous-estimé de tout le vocabulaire amoureux. 6e question, qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit? Celle-là ne ressemble à aucune autre. Elle est une permission explicite.
Elle dit, je sais qu'il y a des pièces dans ta maison intérieure que tu ne m'as pas encore ouvertes. Je ne t'y force pas. Je ne pose pas cette question pour te pousser dans un coin. Mais si tu as envie d'ouvrir une porte ce soir, une seule, je suis là. Complètement là. Dans ma pratique, cette question a parfois déclenché des conversations de plusieurs heures. Des confidences portées depuis des années, parfois depuis l'enfance, que la personne n'avait jamais dites à voix haute. Pas même à son thérapeute. Parce que personne n'avait jamais créé l'espace pour elle. Pas parce que les autres ne l'aimaient pas. Parce que personne n'avait pensé à inviter. Il y a dans cette question une humilité qui me touche profondément à chaque fois. Elle reconnaît implicitement qu'on ne connaît jamais complètement l'autre. Que l'autre est inépuisable. Que l'amour durable n'est pas la possession de la totalité de quelqu'un. C'est l'invitation perpétuelle, renouvelée, à la découverte. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui se connaissent parfaitement. Ils sont ceux qui continuent de vouloir se découvrir encore. Après 10 ans. Après 20. Après 30. Se détacher n'est pas se désintéresser, je le dis souvent. Mais son miroir est tout aussi vrai. Rester présent, c'est rester curieux. 7e question, est-ce que tu es heureuse avec moi? Non pas, est-ce que tu m'aimes? Non pas, est-ce que tu veux rester avec moi? Mais, est-ce que tu es heureuse, toi, dans ta vie, dans ce que tu ressens quand tu es avec moi? Cette question porte une générosité étrange, presque contre-intuitive. Parce qu'elle accepte d'avance la possibilité d'une réponse difficile. Elle dit, ton bonheur compte davantage que la stabilité de ce que nous avons construit. Elle dit, je suis prêt à entendre que quelque chose ne va pas, même si ça remet en question ma place dans ta vie. J'ai vu des couples se reconstruire entièrement après des crises majeures, après des infidélités, après des années de silence accumulé, à partir du moment où l'un des deux avait eu le courage de poser cette question. Pas comme une attaque. Pas comme une menace habillée en question. Comme une vraie demande, poser les yeux dans les yeux, avec le désir réel d'entendre ce qui allait venir. Et j'ai vu des couples vieillir confortablement installés dans une vie convenable, une vie fonctionnelle, une vie sans accroc majeur, parce que personne n'avait jamais posé cette question. Par peur. Par habitude. Par conviction que la réponse ne valait pas le risque. Ne collectionne pas les amours toxiques. Mais ne collectionne pas non plus les amours silencieux. Ces relations où l'on préfère la paix des apparences à la vérité des profondeurs. La paix des apparences ne nourrit pas. Elle anesthésie. Je veux maintenant te parler d'un concept que j'appelle la dette de question. Dans les relations longues, et particulièrement pour les femmes de ma génération et des générations précédentes, éduquées à prendre soin des autres avant de se soucier d'elles-mêmes, il se crée parfois une dette invisible. Des années de questions non posées. Des années de besoins non exprimés. Des années à deviner plutôt qu'à demander. À supposer plutôt qu'à vérifier. À avaler plutôt qu'à dire. Et un jour, quelque chose se brise. Pas nécessairement de façon spectaculaire. Parfois c'est un vendredi soir ordinaire. Une phrase ordinaire. Un dîner ordinaire. Et quelque chose en toi se dit simplement « non ». Juste non. Sans explication articulée. Sans crise. Sans préambule dramatique. Un non tranquille mais absolument définitif. Ce non tranquille, je l'ai entendu des dizaines de fois dans mon cabinet. Il surprend toujours les partenaires qui ne l'ont pas vu venir. Je ne savais pas que tu étais malheureuse. Et la femme qui part, ou qui ferme une porte intérieure définitivement, répond souvent la même chose, je te l'avais dit à ma façon. À ma façon. C'est-à-dire sans les mots. Parce que les mots n'avaient jamais eu d'espace. La dette de question ne se rembourse pas en une conversation. Mais elle commence à se rembourser au moment où quelqu'un décide consciemment de poser la première vraie question. Ce peut être toi. Ce peut être l'autre. Mais quelqu'un doit commencer. Je veux te présenter maintenant un exercice que j'appelle le protocole des 3 minutes. C'est d'une simplicité qui peut sembler presque ridicule. Et pourtant, les couples qui l'appliquent pendant 30 jours consécutifs m'en parlent avec une intensité qui me surprend encore après toutes ces années. Voici comment ça fonctionne. Chaque soir. 3 minutes. Un seul tour de parole chacun. Une question posée par l'un. Une réponse développée par l'autre. Puis l'inverse. Une seule règle absolue, pas de conseil, pas d'analyse, pas de « tu aurais dû faire autrement ». Juste l'écoute.
Les questions peuvent être simples. Qu'est-ce qui t'a pesé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a surpris? Si tu pouvais changer une chose de ta journée, ce serait quoi? Qu'est-ce qui t'a fait sourire sans que personne le remarque? L'important n'est pas la sophistication de la question. L'important, c'est la pratique régulière de la curiosité. Parce que voilà ce que j'ai appris sur la neuroplasticité, sur la capacité du cerveau à se remodeler tout au long de la vie. Nos circuits relationnels ne sont pas figés. Les schémas d'évitement peuvent être réécrits. Les habitudes de fermeture peuvent être remplacées progressivement par des habitudes d'ouverture. Non pas en une nuit. Non pas par une révélation soudaine. Mais par la pratique répétée de petits gestes différents. 3 minutes par soir. Moins que de regarder des stories sur les réseaux sociaux. Et l'impact sur la qualité d'une relation, sur l'horizon d'une année, est sans commune mesure. Il y a quelque chose que je dois aborder maintenant. Quelque chose de plus difficile. Tout ce que je viens de dire sur les questions qui caractérisent un amour vrai suppose une précondition. Une condition que beaucoup de femmes que je reçois n'ont pas encore pleinement installée en elles. Et cette condition, c'est la croyance fondamentale, profonde, solide, que leurs questions méritent une réponse. On ne demande pas si on croit qu'on ne mérite pas de recevoir. Une patiente, appelons-la Isabelle. 48 ans. Mère de 2 adolescents. Séparée depuis 2 ans. Il lui a fallu 1 an et demi de travail pour comprendre une chose. Elle ne posait jamais les bonnes questions à ses partenaires parce que quelque part dans le sous-sol de sa psyché, elle était convaincue que si elle posait ces questions, la réponse serait « Non, tu ne mérites pas d'être aimé vraiment ». Ce n'est pas elle qui me l'a dit avec ces mots-là. C'est moi qui lui ai proposé cette formulation. Et elle a éclaté en sanglots. Comment vous saviez? Elle avait 48 ans. Elle était brillante. Attentionnée. Dévouée. Et au fond d'elle habitait cette vieille conviction formée très tôt, à partir d'une mère peu disponible, d'un père exigeant, de 1000 petits signaux reçus dans l'enfance qui lui avaient appris que ses besoins, ses questions, ses désirs de réponse étaient une charge. Ce travail, désinstaller la conviction que l'on est une charge, est le travail le plus profond et le plus nécessaire. Et c'est un travail qu'on ne fait pas seul. Revenons à quelque chose d'essentiel, parce que je veux maintenant t'emmener vers un territoire que peu de gens osent vraiment traverser. Les questions que pose quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est cette question que j'ai décrite, elle présuppose autre chose que la curiosité. Elle présuppose une tolérance à la réponse. Et cette tolérance est l'une des choses les plus difficiles à développer, parce qu'elle exige une forme de courage qu'on ne nous a pas appris à valoriser. Demander « Est-ce que tu es heureuse avec moi ?» c'est une chose. Entendre « Pas tout à fait », il y a quelque chose qui me manque et rester dans la pièce avec ça, sans se défendre, sans fuir, sans minimiser, sans retourner la situation pour en faire une attaque, c'en est une autre. Dans les couples que j'observe sur le long terme, cette capacité à recevoir, à tenir une réponse difficile sans la transformer immédiatement en blessure personnelle, est l'un des indicateurs les plus puissants de la maturité affective. Et c'est une compétence. Pas un don. Une compétence qui s'apprend, qui se pratique, qui se renforce par la répétition. Voici un exercice très concret. La prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose qui te dérange, une observation, une critique, une expression de besoin, avant de répondre, avant même de penser à ta réponse, respire une fois. Une seule. Et dis cette phrase mentalement, ce que l'autre me donne là est une information, pas une attaque. Tu n'es pas obligé d'y croire immédiatement. Répète-le quand même. Les automatismes cognitifs se court-circuitent par la pratique répétée, pas par la conviction initiale. C'est ce que j'appelle l'encre cognitive, planter une phrase dans le cerveau pour interrompre le circuit automatique avant qu'il ne s'emballe. La neuroplasticité encore. Le cerveau réapprend à tout âge. Ce n'est pas de l'optimisme béat. C'est de la biologie documentée. Je veux aborder maintenant quelque chose que j'aborde rarement en public. Un angle plus délicat. Les questions qu'on ne pose jamais, ce silence organisé que certaines personnes maintiennent autour des sujets importants, il a parfois une fonction. Une fonction de protection. Et cette protection n'est pas toujours irrationnelle. Parfois, on ne pose pas les questions qui comptent parce qu'on sait, dans un endroit très profond de soi, que la réponse va changer quelque chose. Et on n'est pas encore prêt à ce changement. Le statu quo, même imparfait, même douloureux, est connu. Familier. Structurant, presque. L'après, lui,
est entièrement inconnu. Et le cerveau humain, dans sa grande sagesse évolutive, préfère presque toujours la douleur connue à l'inconnu. J'appelle ça le confort du malaise. C'est un oxymore et c'est voulu. C'est le paradoxe d'une situation dans laquelle on est à la fois malheureux et incapable de bouger, parce que le malheur en question est devenu si familier qu'il est presque rassurant. Plusieurs de mes patientes ont traversé des années entières dans des relations dont elles savaient intuitivement qu'elles ne correspondaient plus à ce dont elles avaient besoin. Mais sans se le dire explicitement. Parce que se le dire explicitement aurait exigé d'agir. Et agir avait un coût qu'elle n'était pas encore prête à payer. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'humanité. Mais il y a un moment, et chaque femme le reconnaît quand il arrive même si elle préfère parfois regarder ailleurs, où le coût du silence dépasse le coût de la parole. Ce moment est précieux. Ne le laisse pas passer trop longtemps. Voici quelque chose que j'observe régulièrement et qui me frappe à chaque fois avec la même intensité. Les femmes qui ont traversé une transformation relationnelle profonde, celles qui ont quitté une relation toxique, ou qui ont reconstruit une relation abîmée, ou qui ont simplement décidé un jour qu'elles n'accepteraient plus moins que ce dont elles avaient besoin, ces femmes décrivent presque tout un moment précis. Un instant charnière. Et dans la grande majorité des cas, ce n'est pas un incident dramatique qui a tout déclenché. C'est une question qu'elles se sont posées à elles-mêmes. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour les 10 prochaines années de ma vie ? Ou bien, si ma fille me décrivait cette relation exactement telle qu'elle est, qu'est-ce que je lui conseillerais ? Ou encore cette question simple et dévastatrice dans sa clarté, si j'étais mon ami, est-ce que je me dirais que je mérite mieux ? Ces questions qu'on se pose à soi-même, que j'appelle les questions de recul, ont une efficacité clinique remarquable. Parce qu'elles sortent la situation du brouillard émotionnel pour quelques instants et permettent un regard légèrement décalé. Pas froid. Pas détaché. Juste suffisamment décalé pour voir ce qu'on refusait de regarder. Dans la thérapie cognitive, nous utilisons cette technique sous différentes formes. L'une d'elles s'appelle la technique de la meilleure amie. Son efficacité est aussi simple que désarmante, chaque fois que tu portes un jugement très sévère sur toi-même ou que tu rationalises une situation manifestement mauvaise pour toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle me décrivait exactement la même chose ? La réponse vient presque toujours immédiatement. Et elle est presque toujours très différente de ce qu'on se dit à soi-même. Je veux maintenant t'introduire à ce que j'appelle la géographie des questions dans une relation. Parce que les 7 questions que j'ai décrites ne se posent pas toutes de la même façon, au même moment, dans les mêmes circonstances. Il y a les questions du début. Celles de la découverte. Qu'est-ce qui t'a formé ? Qu'est-ce que tu portes que personne ne voit encore ? Qu'est-ce qui t'a traversé et comment tu t'es reconstruite après ? Ces questions-là, posées dans les premières semaines ou les premiers mois d'une relation, signalent quelque chose d'important sur celui qui les pose. Il s'intéresse à ton histoire. Pas seulement à ta présence. Il veut comprendre d'où tu viens, qui tu as été avant lui, ce qui t'a façonné. Il y a les questions du milieu. Celles de l'entretien. Les 7 que j'ai décrites. Comment tu vas vraiment ? Qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé ? Ces questions-là maintiennent le lien vivant. Elles évitent l'asphyxie douce qui guette toutes les relations longues, cette mort lente par absence de curiosité. Et il y a les questions des moments difficiles. Des transitions, des pertes, des crises. Comment est-ce que je peux t'aider sans m'imposer ? De quoi as-tu besoin que je sois pour toi en ce moment ? Pas ce que je pense que tu veux, vraiment ? Est-ce qu'on est encore aligné dans ce que nous voulons pour nous deux ? Ces questions-là exigent quelque chose de particulier, la capacité de rester présent dans l'inconfort. De ne pas fuir vers les solutions pratiques quand l'autre a besoin d'une présence émotionnelle. L'une des plaintes les plus récurrentes que j'entends dans mon cabinet, de mes patientes à propos de leur partenaire, c'est celle-ci: quand je lui parlais de ce que je traversais, il me proposait des solutions. Ça part d'une bonne intention. Mais ça envoie un message implicite qui peut être profondément douloureux: ta souffrance est un problème à régler, pas une expérience à traverser ensemble. Parfois, la seule chose dont l'autre a besoin, c'est d'entendre « dis-moi tout, je suis là. Je ne règle rien. Je suis simplement là. Je veux te parler d'une expérience que j'ai faite dans le cadre d'un groupe de thérapie que j'animais. » Un groupe d'une dizaine de femmes entre 40 et 60 ans. Toutes en transition relationnelle. Séparation récente, remise en question de relations longues, reconstruction après des ruptures difficiles. Un groupe d'une intelligence et d'un courage qui m'a marqué.
Au bout du 3e mois de travail ensemble, j'ai proposé un exercice. Chaque femme devait écrire sur un papier la question qu'elle n'avait jamais osé poser. À un partenaire, à un parent, à elle-même. La question qui dormait au fond d'elle depuis des années. Le silence qui avait besoin d'être nommé. Le silence qui a suivi, pendant qu'elles écrivaient, était d'une qualité que je n'ai jamais oubliée. Pas un silence vide. Un silence plein, dense, habité. Comme si chacune plongeait dans quelque chose de très ancien et en ramenait quelque chose de lourd et de précieux à la fois. Les questions qui ont émergé ce jour-là étaient d'une beauté et d'une honnêteté rare. Maman, est-ce que tu m'as vraiment vue? Est-ce que j'ai eu peur d'être heureuse? Pourquoi ai-je toujours choisi des hommes qui avaient besoin d'être sauvés, et jamais des hommes qui auraient pu me sauver, moi? Et cette dernière, qui me revient encore aujourd'hui, est-ce que je m'aime assez pour demander ce dont j'ai besoin? Elle touche à quelque chose de fondamental. Le lien entre l'estime de soi et la capacité à demander. On ne demande pas ce qu'on croit ne pas mériter. On n'attend pas de réponse si on est convaincu d'avance que cette réponse sera décevante. L'estime de soi n'est pas la vanité. C'est la conviction tranquille, construite progressivement et entretenue avec soin, que l'on a une valeur intrinsèque. Que l'on mérite d'occuper de l'espace. Que ses besoins, ses désirs, ces questions ont leur place légitime dans une relation. Et cette conviction, contrairement à ce qu'on nous dit encore trop souvent, ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas du fait d'être aimée. Elle se construit de l'intérieur. Et elle conditionne le type d'amour que l'on va chercher, accepter et choisir de cultiver. C'est ici que je veux introduire une distinction que j'estime fondamentale. Il y a une différence profonde entre dépendre de l'amour de l'autre pour se sentir entière, ce que j'appelle la dépendance affective, et avoir besoin d'amour, ce qui est une caractéristique universelle et parfaitement saine de tout être humain. Avoir besoin d'amour, c'est normal. Avoir besoin de connexion, de reconnaissance, de tendresse, de présence, de quelqu'un qui te voit et qui choisit de rester, c'est biologique. Les bébés qui ne reçoivent pas de soins affectifs suffisants, même nourris, même au chaud, souffrent de ce qu'on appelle l'hospitalisme, un retard développemental réel, documenté, parfois irréversible. L'amour n'est pas un luxe. C'est un besoin primaire aussi fondamental que l'air et la nourriture. La dépendance affective est autre chose. Elle se caractérise par l'incapacité à réguler ses émotions sans la validation constante de l'autre. Par l'impossibilité d'être seul sans une anxiété aiguë et envahissante. Par la tendance à tolérer des comportements blessants, parfois humiliants, pour ne pas risquer de perdre la relation. Et très souvent, par l'incapacité à poser les questions importantes, parce que la peur de la réponse est plus forte que le besoin de vérité. La dépendance affective n'est pas une faiblesse de caractère. Elle est presque toujours le résultat d'un attachement insécure développé dans l'enfance. Un attachement anxieux, dans lequel l'amour des premières figures de soins était imprévisible, conditionnel, ou absent. Ce n'est pas de la psychanalyse ésotérique. C'est de la science de l'attachement, validée par des décennies de recherche rigoureuses. Et la bonne nouvelle, parce qu'il doit y en avoir une, un attachement insécure peut devenir sécure. Pas seul, pas sans effort, pas du jour au lendemain. Mais il peut. Les relations thérapeutiques y contribuent. Les amitiés profondes et durables aussi. Et parfois, rarement mais ça arrive, une relation amoureuse avec quelqu'un qui a lui-même travaillé sa propre sécurité intérieure peut devenir le lieu d'une reconstruction réelle. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas l'amour qui guérit tout, cette croyance a fait suffisamment de dégâts. C'est une relation dans laquelle deux adultes suffisamment conscients proposent à l'autre l'espace de se remettre debout. Je veux revenir à Sylvie. La patiente dont je t'ai parlé au tout début. L'avocate brillante. Incapable de poser les vraies questions. Au bout de 8 mois de travail ensemble, quelque chose a changé en elle. Pas une révolution. Une ouverture progressive. Elle a rencontré quelqu'un, un homme qui dès les premières semaines lui a posé des questions qu'elle n'avait pas l'habitude qu'on lui pose. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait du droit? Qu'est-ce qui te manque dans les relations que tu as eues jusqu'ici? Elle est arrivée en séance un mardi matin légèrement déstabilisée. Il me pose trop de questions, m'a-t-elle dit. C'est bizarre. Bizarre comment? Ai-je demandé. Comme si j'avais quelque chose d'intéressant à dire. J'ai laissé un silence. Et tu as quelque chose d'intéressant à dire? Un autre silence. Plus long.
Puis, peut-être. Oui. Peut-être oui. Ce peut-être oui, après une vie entière à en douter. C'était l'un des moments les plus beaux de ma pratique. Pas une guérison soudaine. Pas une révélation théâtrale. Un peut-être oui, fragile et réel, comme une pousse dans un sol longtemps sec. La relation avec cet homme a duré. Non pas parce qu'il était parfait. Non pas parce que tout était facile. Mais parce que pour la première fois, Sylvie était dans une relation où elle osait poser des questions. Et où elle recevait des questions. Et où ni l'un ni l'autre n'avait peur de la réponse. Ou plutôt, où tous les deux avaient peur, et posaient la question quand même. C'est ça, l'amour courageux. Pas sans peur. Avec la peur. Et quand même. Je veux maintenant te parler d'un contexte spécifique qui mérite une attention particulière, les femmes qui recommencent après 50 ans. Les croyances qui circulent sur l'amour passé un certain âge sont d'une pauvreté affligeante. À ton âge, tu dois être moins exigeante. Les personnes disponibles se font rares. L'intensité amoureuse, c'est pour les jeunes. Tu dois t'adapter à ce qui existe et non à ce que tu veux. Je vais te dire ce que j'ai observé cliniquement, sans ménagement. Les femmes de 50, 60 ans qui entament une nouvelle relation avec la maturité et la conscience qu'elles ont construite au fil des décennies, quand elles ne sabotent pas elles-mêmes leurs propres possibilités par des croyances limitantes, ces femmes sont capables de vivre des relations d'une profondeur et d'une qualité que beaucoup de personnes de 30 ans n'atteignent pas encore. Parce qu'elles savent. Elles savent ce qu'elles ne veulent plus. Elles savent souvent avec précision ce dont elles ont besoin. Elles ont moins de temps à perdre avec les mensonges confortables. Elles ont traversé assez de douleurs pour ne plus en avoir peur. Et quand elles laissent cette sagesse guider leur choix relationnel, quand elles ne la sabotent pas par la peur ou par la vieille conviction silencieuse que je ne suis plus désirable, le résultat peut être extraordinaire. La question n'est pas de savoir si tu peux encore vivre un amour profond. La question est de savoir si tu es prête à poser les vraies questions. À toi-même. Et à l'autre. Je veux t'offrir maintenant un cadre pratique que j'appelle la règle du 3-1. Voici comment ça fonctionne. Quand tu as envie de retenir une question par peur de l'inconfort, par peur de la réponse, par peur de sembler trop présente ou trop exigeante ou trop quelque chose, retiens-toi de la retenir. Pose-en 3 à la place. Et parmi ces 3, il y en aura une qui te semblera aller trop loin. Celle-là surtout, pose-la. Le trop est presque toujours l'indicateur que tu t'approches de quelque chose de vrai. Que tu touches à quelque chose qui compte. Que tu quittes la surface. La peur du trop est presque toujours la peur de la profondeur. La tienne, et celle de l'autre. Un amour adulte n'a pas peur du trop. Il accueille le trop comme une confiance offerte. Comme la preuve que l'autre te fait suffisamment confiance pour dépasser le protocole social de surface. Le trop est souvent l'endroit précis où commence la vraie relation. Je dois aborder maintenant la question des relations toxiques, parce que je ne peux pas parler de tout ce qui précède sans adresser ce qui se passe quand l'autre, structurellement et non par maladresse passagère, ne pose jamais ces questions. Quand l'autre ne s'intéresse pas vraiment à toi. Quand les questions qu'il pose servent à contrôler plutôt qu'à comprendre. Parce que les questions peuvent aussi être des armes. Il y a des questions qui ne sont pas de l'amour déguisé. Il y a des questions qui sont de la surveillance. Des questions qui fragilisent plutôt qu'elles n'invitent. Pourquoi tu as fait ça, posé avec un ton qui présuppose déjà la faute. Tu es sûr que c'est une bonne idée, posé de façon à entamer la confiance plutôt qu'à engager une vraie réflexion. La distinction est dans l'intention et dans les faits. Une question d'amour ouvre. Une question de contrôle ferme. Une question d'amour te donne de l'espace. Une question de contrôle t'en prend. Une question d'amour te fait te sentir vu. Une question de contrôle te fait te sentir surveillé. Si tu es dans une relation où tu reçois régulièrement des questions qui te mettent en faute, qui t'infantilisent, qui t'obligent à justifier constamment ton existence, ce n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. C'est peut-être de la peur de l'autre transformée en besoin de maîtrise. Mais ce n'est pas de l'amour. La profondeur se ressent dans la liberté. Si tu te sens plus libre, plus entière, plus toi-même depuis que tu es avec quelqu'un, c'est un signe qui mérite d'être reconnu et chéri. Si tu te sens rétréci, surveillé, conditionnellement accepté, c'est un signal qui mérite toute ton attention. Je veux te parler maintenant de ce que j'appelle le silence fertile.
Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici pourrait laisser croire que l'amour doit être une conversation permanente, un flux ininterrompu de questions et de réponses. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a des silences dans une relation saine qui sont aussi précieux que les questions les mieux posées. Le silence fertile, c'est le silence dans lequel deux personnes peuvent être ensemble sans avoir besoin de remplir l'espace. Sans anxiété. Sans performance. Sans avoir à prouver quoi que ce soit. Deux personnes assises dans la même pièce, chacune dans son propre monde, et pourtant profondément ensemble. Ce silence-là est lui-même une forme de question. Il dit, « Je suis suffisamment en sécurité avec toi pour ne pas avoir besoin de me justifier par ma présence. » Il dit aussi, « Je ne te demande rien de toi en ce moment, je te laisse simplement être. » Les relations où ce silence existe sont des relations matures. Des relations où la confiance est suffisamment établie pour que la présence n'ait pas besoin d'être constamment prouvée. C'est la distinction entre un silence plein et un silence vide. Le silence vide, c'est celui qu'on a évoqué plus tôt, l'absence de questions par habitude de surface ou par peur de la profondeur. Le silence plein, c'est le silence de deux personnes qui n'ont pas besoin de mots pour se dire « tu es là, je suis là, et c'est suffisant ». Apprendre à distinguer ces deux silences, à ne pas confondre la paix d'une relation sécure avec l'anesthésie d'une relation vide, est une compétence affective majeure. Nous approchons du bout de ce voyage, et je veux faire quelque chose d'un peu différent avant de te laisser. Je vais te poser cette question. Non pas pour que tu me répondes. Pour que tu te répondes à toi-même. Première, dans tes relations importantes, passées ou présentes, est-ce que tu as posé les questions dont tu avais besoin de réponses ? Deuxième, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'attendre que l'autre devine quelque chose que tu n'avais pas dit, et de lui en vouloir de ne pas l'avoir deviné ? Troisième, est-ce que tu te souviens d'un moment précis où quelqu'un t'a posé une vraie question, pas par politesse, une vraie, et de l'effet que ça a eu sur toi ? Quatrième, y a-t-il quelqu'un dans ta vie en ce moment, partenaire, ami, enfant, adulte, à qui tu dois une vraie question ? Une question que tu retiens depuis trop longtemps ? Cinquième, est-ce que tu crois, profondément, que tes questions méritent des réponses ? Sixième, est-ce que tu as peur d'une réponse en particulier ? Une réponse à laquelle tu penses parfois mais que tu n'oses pas transformer en question ? Et la septième, la plus importante, si quelqu'un t'aimait vraiment, vraiment ce soir, comment est-ce qu'il te le demanderait ? Avec quels mots ? Avec quelle qualité de présence ? Garde ces questions. Reviens-y. Pas nécessairement ce soir. Parfois les bonnes questions ont besoin de mariner, de décanter, de trouver le bon moment. Mais ne les laisse pas disparaître. Il me reste à aborder un dernier point, peut-être le plus contre-intuitif de tout ce voyage. Les questions que pose quelqu'un qui t'aime vraiment, ces questions de curiosité, de soin, d'invitation sincère, elles exigent quelque chose de toi en retour. Quelque chose qu'on oublie presque toujours de mentionner dans les conversations sur l'amour sain. Elles exigent que tu sois disponible à y répondre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te sois suffisamment rencontré toi-même pour avoir quelque chose à dire. Que tu aies une relation avec ton propre intérieur, avec tes besoins, tes peurs, tes désirs, tes contradictions, suffisamment intimes pour pouvoir les partager quand quelqu'un ouvre la porte. Parce que ça arrive, et c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit, la difficulté n'est pas dans l'absence de bonnes questions de l'autre. Elle est dans l'absence de réponse en soi. Des femmes que j'ai reçues en consultation réalisaient pour la première fois qu'elles ne savaient pas ce qu'elles ressentaient. Non pas parce qu'elles ne ressentaient rien, mais parce qu'elles n'avaient jamais développé le langage pour y accéder. L'alexithymie, la difficulté à identifier et décrire ses propres émotions, est bien plus répandue qu'on ne le pense. Elle touche des personnes très intelligentes, très fonctionnelles, très capables dans tous les autres domaines de leur vie. Ce n'est pas un défaut. C'est souvent le résultat d'un apprentissage dans lequel les émotions n'avaient pas le droit de citer. Développer son alphabet intérieur, sa capacité à nommer ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ce qu'on redoute, est une condition préalable à la vraie disponibilité relationnelle. On ne peut pas partager ce qu'on ne sait pas encore qu'on possède. L'outil le plus simple et le plus efficace que je recommande pour ce travail, le journal de bord émotionnel. 3 phrases par soir. Ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Ce dont j'avais besoin que je n'ai pas demandé. Ce pourquoi je suis reconnaissante en ce moment. Ce n'est pas de la littérature. C'est de l'exploration. C'est apprendre à se connaître par l'écriture. Nous sommes maintenant au terme de ce voyage. Ce chemin que nous avons parcouru ensemble, à travers les questions, les silences,
le courage, la neuroplasticité, l'attachement, la dopamine, l'estime de soi et la présence, ce chemin n'avait qu'un seul but. Te redonner le droit de demander. Le droit d'être la femme qui pose les vraies questions. Qui les reçoit sans se dissoudre. Qui construit des relations dans lesquelles les mots ont de la place, dans lesquelles la profondeur est possible, dans lesquelles l'inconfort peut être traversé ensemble plutôt qu'évité séparément. Et qui sait enfin, clairement, reconnaître la différence entre un amour qui la rétrécit et un amour qui la déploie. Ce que je ressens en bouclant ce parcours, et je le dis en tant que clinicien mais aussi en tant qu'être humain, c'est que ce travail sur les questions est l'un des plus libérateurs que je connaisse. Parce qu'il rend la puissance à ceux qui l'ont perdue en apprenant à se taire. En apprenant que leurs questions dérangeaient, prenaient trop de place, révélaient trop de vulnérabilité. Avant de te quitter, je t'invite à faire quelque chose de simple et d'assez vertigineux. Choisis une personne importante dans ta vie, ce soir ou demain. Et pose-lui une question que tu ne lui as jamais posée. Pas une question pratique. Une question de l'intérieur. Qu'est-ce que tu portes en ce moment que tu n'as dit à personne? Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu voudrais que je sache sur toi que je ne sais pas encore? Et observe ce qui se passe. En toi. En l'autre. Dans l'espace entre vous. Dis-moi en commentaire ce que tu as posé et ce que ça a donné. Ces retours sont pour moi l'une des choses les plus précieuses que cette communauté crée. Abonne-toi si ce contenu te nourrit. Partage cette vidéo avec une femme que tu aimes et qui a peut-être besoin d'entendre exactement ça ce soir. Je suis Christophe André. Prends soin de toi. Vraiment.